à toutes et à tous. Merci de nous donner de votre temps ce midi pour un BBL organisé par Vaduo. On essaie de faire ça assez souvent, une fois, ça dépend de notre vitesse de croisière. Des fois, c'est tous les mois, des fois tous les 2 mois. On essaie d'alterner sujet tech et sujet non tech. Euh, et donc, suite à une demande de collaborateurs internes à Vaduo, il y a le sujet de la sécurité qui est remonté. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité Sébastien pour parler de ce sujet-là. Et pour prévenir Sébastien, il n'y a pas que des internes Vaduo dans l'audience. Le truc est ouvert à tout le monde. Donc, il y a des gens de toute la France. Je dis ça parce que je sais que Stéphane est à Toulouse, mais les autres, je ne sais pas. Il n'y a pas de date prévue prochainement. Je crois, Valentin répond si je dis des bêtises, pour 2025. Mais je vous invite à suivre les réseaux de Vaduo pour être tenu informé. À toi, Sébastien. Eh bien, merci Emmanuel. Donc, bienvenue à tous. On va parler de conteneurs et de sécurité, effectivement. Un sujet hautement d'actualité, la sécurité. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Baillet. Je suis le cofondateur et le CTO de Lupiz. Lupiz, c'est une ESN spécialisée dans la cybersécurité. Alors, je vais parler un tout petit peu de moi, parce que j'ai un parcours un peu mixte, et qui, je pense, éclaire un peu aussi cette présentation. Donc, moi, j'ai commencé en tant que dev il y a 20 ans maintenant. Et donc, j'ai fait beaucoup de dev. J'ai fait chef de projet, j'ai fait architecte, j'ai fait tech lead. Et il y a à peu près 10 ans, je me suis vraiment passionné sur la cybersécurité. En fait, je bossais sur des sujets extrêmement sensibles. On faisait de la sécu sans vraiment s'en rendre compte. Et il y a un moment, je me suis demandé, mais pourquoi on doit faire ça? Voilà, donc je me suis vraiment intéressé au sujet. Et donc, ça m'a vraiment passionné. Donc, j'ai pu après faire des activités de cybersécurité. Donc, c'était à la fois de l'accompagnement sécu ou même du pen test. Mais je fais encore du projet autour du développement. Donc, j'ai vraiment cette expérience, cette double compétence. Et donc, finalement, les conteneurs et la sécurité, c'est vraiment deux sujets qui m'intéressent. Et cette présentation, c'est un peu le lien entre les deux. Voilà, ça marche. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les clusters Kubernetes sont des environnements mutualisés. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qui se passait si un attaquant prenait le contrôle de votre application, d'un de vos pods. Eh ben, si un attaquant prend le contrôle d'un de vos pods, il va pouvoir attaquer vos petits voisins, les applications qui sont dans les namespaces d'à côté. Il va pouvoir potentiellement attaquer les nœuds du cluster, l'API du cluster, éventuellement les bases de données qui sont accessibles via le réseau, voire le réseau. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important de mettre en place certaines bonnes pratiques, certains outils, pour éviter en fait que votre application devienne un risque pour les autres applications. Et donc, de quoi on va parler? On va parler de bonnes pratiques pour la création des images et l'utilisation des conteneurs. On va voir après, donc ce sera le plus gros morceau, c'est comment on continue de travailler avec des images durcies, parce que vous allez voir, ça va changer les habitudes. Et on va en profiter pour comprendre ce que c'est qu'un conteneur et comment ça fonctionne. On va parler de patch management. Et enfin, je présenterai quelques outils rapidement qui peuvent vous aider pour la sécurité des conteneurs ou des clusters. Donc, les bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, là, toutes les pratiques qu'on va voir, elles ont un objectif, c'est freiner un attaquant. Donc, on va toujours partir du cas où l'attaquant a pris le contrôle de votre application. Et l'idée, ça va être de le freiner au maximum pour pas qu'il puisse étendre l'attaque au reste du cluster. Donc, la première bonne pratique, vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est que les conteneurs ne doivent pas tourner en route. Alors, pourquoi? Donc, comment ça marche un conteneur? Donc, par défaut, les process qui tournent dans un conteneur vont tourner avec un certain utilisateur. Et en fait, du point de vue de l'hôte, le process tourne en réalité sur l'hôte. Il n'y a pas de mécanisme d'isolation comme il y a avec une machine virtuelle. Et donc, les process qui tournent dans le conteneur, quand ils font des appels système, appellent le noyau de l'hôte. Et donc, par défaut, les process qui tournent dans le conteneur tournent avec un certain utilisateur et c'est, du point de vue de l'hôte, le même utilisateur. Donc, si le process tourne en route dans le conteneur, en réalité, il tourne en route sur l'hôte.
Donc, si jamais il existe des vulnérabilités qui permettent de casser, de s'échapper des mécanismes d'isolation des conteneurs, eh ben, l'attaquant va sortir en route directement. Donc, en gros, un premier truc, c'est ça ne tourne pas en route. Comme ça, si jamais l'attaquant prend le contrôle du conteneur, s'il veut devenir route sur l'autre, il aura besoin d'exploiter 2 vulnérabilités, une pour sortir du conteneur et une pour passer route. Et puis, bien sûr, à l'intérieur du conteneur, s'il n'est pas route, il a également moins de possibilités. Si dans votre conteneur, il y a un gestionnaire de package, eh ben, il ne va pas pouvoir l'utiliser puisqu'il n'est pas route, par exemple. Et il y a le pendant moderne de ça, c'est les conteneurs doivent avoir le strict minimum de capabilities. Donc, dans l'idéal, aucune. Mais vous allez me dire, c'est quoi une capabilities? Eh ben, voyez-vous, avant, le monde était divisé en 2 catégories. L'utilisateur root, qui avait tous les droits, et les autres qui n'avaient aucun droit. Donc, c'était un peu problématique quand on voulait qu'un utilisateur non privilégié puisse faire une opération privilégiée. En fait, on n'avait pas d'autre choix que de lui donner tous les droits, même si c'était que temporaire. On devait lui donner tous les droits. Et donc, il fallait lui faire confiance sur le fait qu'il n'allait pas faire plus que ce dont il avait besoin. Et donc, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, en 2002, on a commencé à découper les droits root en capabilities. Donc, aujourd'hui, il y a 39 capabilities. Et donc, en gros, à chaque opération privilégiée est associée une capability. Donc, on parle bien de Linux. Hein. On est bien sur du noyau Linux. Hein. Donc, quelques exemples. Bon, je ne vais pas faire les 39 capabilities, hein, je vous rassure, on va avoir quelques-unes. Donc, il y a la capability qui sert à faire qui permet de faire des manipulations arbitraires de process ID. Donc, c'est le setuid. Et donc, c'est typiquement ce qui rentre en jeu quand vous allez faire du sudo. Il y a le pendant pour la manipulation de GID, donc c'est GID. Il y a la Capabilities NetBind Service qui sert à binder une socket sur un port privilégié, donc c'est les ports inférieurs à 1024. Vous avez sûrement déjà dû faire un sudo pour démarrer un process quelconque qui bindait une socket sur le port 80, par exemple. Et donc, on peut tout à fait donner cette capabilities au process pour éviter de faire un sudo. C'est mieux, parce que du coup, il y a moins de droits. Donc, quelques autres capabilities. Bien sûr, il y a des capabilities pour manipuler les capabilities. Donc, il y a la capabilities pour modifier les capabilities d'un process, setpcap. Il y a la capabilities setfcap pour manipuler les capabilities d'un fichier. Donc, on peut ajouter en fait dans le système de fichiers des capabilities sur des fichiers exécutables, ce qui va faire que quand on va démarrer l'exécutable, quand on va exécuter l'exécutable, il va automatiquement récupérer les capabilities associées. Et dernier exemple, la capabilities netro, qui est la capabilities de faire des raw sockets. Donc, c'est typiquement ce qui est utilisé pour faire ping actuellement. Je fais une petite démo. Hop. Est-ce que c'est assez gros ou est-ce qu'il faut que je zoome? Bien comme ça? Non, c'est bon, je pense. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, on va regarder. Donc, vous avez peut-être connu une époque où pour faire ping, il fallait faire sudo, si vous êtes vieux comme moi. Sinon, on peut regarder pourquoi il n'y a plus besoin de faire sudo aujourd'hui. Donc, on va regarder où est ping et il y a une commande. Il y a une commande pour regarder les capabilities qui sont associées à un fichier. Et donc, en fait, on voit que ping a la capability capnetro. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les distribs modernes, on n'a plus besoin de faire sudo ping pour faire un ping. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous faire la démo que ping ne marche pas quand on enlève capnetro, parce qu'en fait, ça marche quand même. Parce que ping est extrêmement bien fait. Il ne faut pas croire que ping, c'est quelque chose de simple. Ping, c'est un outil extrêmement compliqué. Et en fait, il se débrouille. En fonction des capabilities qu'il a, il va tenter différentes techniques pour faire un ping. Et on va regarder donc la capabilities, un petit exemple pour la capabilities NetBind Service. Donc, ça vous parle NC, Net4. Donc, c'est un petit outil qui sert à faire des sockets tout simplement. Donc, on peut binder une socket sur un port quelconque. Donc, on peut essayer de binder sur une socket inférieure à 1024, donc sur une socket privilégiée. Et donc, je n'ai pas le droit. Je ne suis ni root. Et je n'ai pas la capabilities de NetBind Service. Donc, et on pourrait regarder, en fait, on va essayer de trouver Net4 parce que je ne sais jamais où il est rangé. On va s'amuser à rajouter la capabilities NetBind Service sur le binaire de Net4. Voilà, c'est celui-là. Donc, on peut vérifier que lui n'a pas de capabilities, donc il n'en a pas.
Et en fait, on peut rajouter la capabilities, bien sûr, il faut être root pour pouvoir le faire, ou avoir la capabilities set F4. Et je vais pouvoir rajouter la capabilities bind service. Je crois que est-ce que c'est des tirés ou des. Ouais, c'est bon. Voilà, donc j'ai rajouté la capability sur le fichier exécutable de Netcat. Et donc maintenant, si je réessaye de faire la commande pour me binder sur un port privilégié, eh ben, j'ai le droit. Je ne me fais plus jeter. D'accord? Donc en gros, j'ai délégué à Netcat une des capabilities, une tranche du saucisson des droits à route pour qu'un utilisateur non privilégié puisse faire voilà, vraiment que le binding sur un port privilégié. Voilà. Hop. Donc il y a des capabilities qui sont. Donc c'est quoi le rapport avec les conteneurs? En fait, quand vous démarrez un conteneur, il y a automatiquement des capabilities qui sont fournies à votre conteneur. Donc ça dépend. La liste exacte dépend de la configuration du démon des conteneurs que vous utilisez. Je pense que vous utilisez quand même majoritairement Docker. Mais c'est pareil si vous faites du Podman ou autre, ça revient même. Ou même Kubernetes d'ailleurs. Il y a une liste de capabilities qui est fournie automatiquement. Vous pouvez les retrouver dans la doc. Alors, on ne peut pas faire capabilities QTOM. La liste, c'est vraiment dans le noyau Linux qu'existe cette capabilities. Par contre, vous pouvez faire varier les capabilities qui sont accessibles à vos conteneurs. Donc aujourd'hui, je crois que de souvenir, il y a 11 capabilities qui sont fournies, 11 ou 13 capabilities qui sont dans la configuration par défaut de Docker. Vous pouvez ajouter ou enlever des capabilities. Donc que ce soit dans la conf du démon, donc pour diminuer ou rajouter des capabilities qui sont ajoutées automatiquement à un conteneur qui démarre, mais vous pouvez aussi faire des manipulations où vous démarrez des conteneurs. Donc, par exemple, on va faire une petite démo avec la capability shown. Donc, je vais démarrer un conteneur, un conteneur de démo en tant que quoi? Ah, si, on va le démarrer comme ça. Ah, pardon, oui, ce sera mieux. Donc déjà, on a la possible. Comment je vais vous montrer ça? Non, attendez, on va la refaire. Excusez-moi. Je démarre le conteneur en route. Donc je suis route. Et donc je suis route, donc j'ai la capability. Bon, on peut regarder d'ailleurs. On peut regarder la liste des process. Donc il y a un process bash et puis mon process PS forcément. Et donc j'ai la capability getPcaps. Donc le process, pardon, j'ai le binaire getPcaps qui me permet d'afficher les capabilities d'un process. Donc, moi, ce que je veux, c'est afficher les capabilities qui sont héritées par mon process bash. Donc là, on voit que je récupère un certain nombre de capabilities. C'est là où je crois qu'il y en a 11 ou 13. Bref. Et on voit notamment, donc ça c'est bien ce qui est fourni automatiquement par le démon Docker. Et donc on voit notamment que j'ai la capability shown, et la capability shown, donc c'est change ownership, c'est la capability qui me permet d'utiliser finalement l'exécutable shown, change ownership, pour changer le ownership, le propriétaire d'un fichier. Donc là, j'ai la capabilities, donc je vais prendre un fichier au hasard dans mon. Là, je peux faire un change ownership. Donc là, je vois que le fichier .profile, il appartient à user et au groupe user. Donc je vais m'amuser à le changer et à le passer à root. Et on voit que ça a marché. D'accord? Et maintenant, si je redémarre mon conteneur, mais que je fais un cap drop de Sean, je écrit ici comme ça. Et je demande à ce qu'il me réaffiche les capabilities du process. Et là, on voit que j'ai perdu la capabilities Sean. Donc là, bien que je sois route, si j'essaye de refaire la même commande oh là là, je vais y arriver, de changer le ownership du fichier .profile, on va voir que je me fais jeter. Je suis route, mais je n'ai pas le droit de le faire. D'accord? Donc, la capabilities a bien préséance sur le fait que je sois route. Okay, donc dans l'idée, c'est d'avoir des process qui tournent avec le moins de capabilities possible. Et j'irais même jusqu'à dire qu'une appli cloud native, a priori, elle n'a pas besoin de capabilities du tout.
Oui. Et puis une petite démo, on va faire une petite démo avec SetuID. Voilà, donc là, je démarre un conteneur en tant qu'un utilisateur classique. Donc, il se trouve que cet utilisateur a le droit de faire sudo. Sudo moelle, on voit qu'il a le droit de faire sudo sans aucun mot de passe, n'importe quelle commande. Sécurité first. Et donc, je peux, par exemple, je peux faire un sudo ID et je vois que ça fonctionne. On voit que l'ID renvoie route. Et maintenant, j'ai aussi la possibilité de dropper la capabilities SetuID. Donc cette fois, si j'essaye de de lister mes capabilities, je me fais jeter. Et si j'essaye de faire un sudo ID, je me fais jeter. D'accord. Voilà, donc il y a bien sûr la possibilité de dropper des capabilities ou d'en ajouter, mais voilà, on a la possibilité de dropper des capabilities dans Kubernetes. Donc ça se fait dans le security context. On peut dropper des capabilities comme ça. Et alors, toutes les capabilities ne sont pas aussi dangereuses les unes que les autres. Donc, il y a ces 5 capabilities-là, c'est celles qui sont vraiment très dangereuses. Et donc, celles-là, je vous rassure, elles ne sont pas dans la liste des capabilities qui sont fournies par défaut dans les configurations de Docker ou de Kubernetes. Mais sachez que si vous récupérez, enfin, si un attaquant, on va dire, accède à un process, à un pod qui a ces capabilities-là, c'est game over. Parce qu'en gros, avec ces 5-là, on peut à la fois s'échapper du conteneur, donc des mécanismes d'isolation, et faire de l'élimination de privilèges. D'accord ? Donc celle-là, c'est vraiment ultra dangereux. Celle-là, on devrait faire en sorte d'enforcer pour que ces capabilities-là ne soient pas autorisées dans un cluster. Alors, bon, il y a d'autres capabilities, comme je vous disais, il y en a 39, on ne va pas faire la liste. Si vous voulez, il y a un petit, vous pouvez regarder le QR code, c'est un lien vers Actrix. Donc, je peux vous montrer. Voilà, c'est un site qui qui est spécialisé dans la sécurité offensive et qui vous présente toutes les capabilities ou enfin, en tout cas un certain nombre de capabilities. Ouais, je mettrai le lien à la fin de la presse. Qui présente un certain nombre de capabilities qui sont dangereuses et comment les exploiter. Donc, comment détecter, comment les exploiter, qui explique un peu en quoi c'est dangereux. Et effectivement, je vous mettrai le lien de la presse après. Un autre élément qui est extrêmement important dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation, c'est que l'image de base que vous utilisez pour vos propres images, elles doivent être de confiance. Donc, dans l'idéal, les images de base sont buildées et maintenues par votre organisation. Vous n'allez pas les chercher sur Docker Hub ou ailleurs. Et dans le pire des cas, si votre organisation ne propose pas des images elles-mêmes, allez chercher que des images officielles. Voilà. Allez pas chercher des images qui sont faites par une personne complètement random sur Docker Hub. Les images doivent contenir le strict minimum. Il y a 20 ans, quand on faisait un serveur, on ne mettait pas un compilateur sur le serveur. Et dans les images, c'est pareil. On met pas. Et l'avantage des images, c'est qu'on peut aller extrêmement loin. Qu'on peut vraiment enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Et quand on dit que tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est tout. C'est donc pas de shell, pas de bash, pas de package manager, pas de compilateur, voilà, pas de curl. Voilà. On met vraiment que ce dont on a besoin. Donc si je fais une appli Java, je mets une JRE et mon jar. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. J'ai pas besoin d'autre chose. Et donc pour faire ça, en tout cas, si vous aviez l'habitude de builder votre image, de builder votre application en même temps que votre image, donc vous faisiez le build par exemple de votre application Java dans l'image finale et que vous partiez de l'image JDK, là il faut changer les habitudes et on peut par exemple faire du multi-stage build. Multi-stage build, c'est un Dockerfile qui contient plusieurs from, donc là en l'occurrence 2. Et il y a une étape de build et une étape qui sert à générer l'image finale. Ça, en général, les gens connaissent le multi-stage build. Donc là, par exemple, on part d'une première étape où on va partir d'une image JDK qu'on va nommer builder. On va s'en servir pour builder notre application. Et après, on va partir d'une image distroless. J'y reviendrai après. Java 11. Et on va importer depuis builder le jar qu'on a buildé donc à l'étape précédente. Et finalement, on va se retrouver avec une image distroless
j'y reviens après, qui contient une JRE et le jar que vous venez de builder. Et donc, c'est quoi Distroless? Distroless, donc comme son nom l'indique, c'est une image qui n'embarque pas de distribution, en tout cas de distribution complète. Donc, comme je disais tout à l'heure, un conteneur, c'est quoi? Un conteneur, finalement, c'est jamais qu'un process qui tourne donc, qui a son système de fichiers isolé, hein, et qui fait des appels système auprès du noyau. Donc, en fait, déjà, ça veut dire que dans l'image, vous n'avez pas besoin d'embarquer les fichiers qui parlent de noyau, quoi, qui sont en trait avec le noyau. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment que vous n'avez besoin dans une image que les binaires qui sont nécessaires pour faire tourner votre application. Et donc, Distroless, c'est ça. Distroless, c'est une initiative de Google qui sert à générer des images pour différentes technos. Donc, je crois qu'il y a Python, Java, Node, et puis il y a des images quasi Scratch, plus à destination de tout ce qui est Go et Rust. Des images minimalistes. Donc, encore une fois, sans shell, sans package manager, sans rien. Et il y a une autre possibilité, c'est ChainGuard. Exemple versus Python Slim. Tu parles de taille, c'est ça? Donc, Oui, de taille de sécu. alors, si on parle de taille, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais tu vas avoir quand même. En fait, les images d'Israël sont plus petites que les Alpines. Donc, tu as Python Slim, ça doit être du Debian, si mes souvenirs sont bons. Donc, il doit être déjà plus grosse qu'une Alpine. Et si tu as une version Python Alpine, je suis plus sûr, mais l'image d'Istroless sera encore plus petite. D'un point de vue sécu, donc ce que je disais au début, hein, d'un point de vue sécu, donc ça a plusieurs bénéfices. C'est que vous avez moins de vulnérabilités qui sont présentes potentiellement dans l'image. C'est-à-dire que tous les composants que vous embarquez dans une image peuvent embarquer des vulnérabilités. Et donc, moins vous embarquez de composants, moins vous avez de vulnérabilités. D'accord? Ça rend pas, c'est pas parce que vous avez une vulnérabilité dans l'image que votre application devient vulnérable. D'accord? Si vous avez une librairie OpenSSL qui est vulnérable dans votre image, mais que vous n'utilisez pas OpenSSL, cette vulnérabilité, on peut voir ça comme un faux positif. Mais si vous utilisez des scanners pour détecter les vulnérabilités de vos images, vous allez avoir plein de faux positifs qui sont remontés et ça pollue en fait les remontées des scanners. Par contre, le fait d'utiliser du Distroless ou du ChainGuard, ça, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment dans l'idée de ralentir l'attaquant. L'attaquant, il a mis les pieds dans votre application, et il faut pas qu'il puisse, faut le freiner le plus possible pour pas qu'il puisse étendre l'attaque au reste. Et ça va augmenter le temps qu'on a pour le détecter en fait. Et ça va augmenter le temps pour que les équipes de sécu puissent détecter qu'il y a un attaquant qui a pris le contrôle. Et donc, il y a ChainGuard aussi, qui est une société, hein, cette fois, qui propose plein d'images, donc beaucoup plus de techno que ce que propose Distroless. Il propose notamment d'images PHP, les malheureux qui font encore du PHP, et qui sont hyper bien faites. Mais par contre, c'est un service payant. Alors, tout n'est pas, elles sont pas forcément toutes open source, les images. Vous n'avez pas forcément auditer tous les Dockerfiles. Et c'est payant et c'est assez cher. Mais sinon, c'est pas mal, ChainGuard. Les conteneurs doivent être en lecture seule, donc une autre bonne pratique. Forcément, l'attaquant qui a pris le contrôle, dans l'idéal, on va encore essayer de le ralentir. Donc, s'il ne peut pas écrire de fichiers, s'il ne peut pas aller sur GitHub ou je ne sais pas où, télécharger des binaires pour scanner le réseau, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cluster et trouver des nouvelles cibles à attaquer, encore une fois, je vais le ralentir. Et donc, bien sûr, on peut faire la même chose pour les volumes. Tant qu'à faire, on les rend on les met en read-only. Et bien sûr, si dans l'idéal, il n'y a rien dans lequel l'attaquant peut écrire. Je vous montre que lecture seule, c'est vraiment lecture seule. Ouais, je vous montre. Pour démarrer un conteneur en lecture seule, donc avec Docker ou avec Podman, on rajoute l'option read-only. Et je vais même le démarrer en route. Et donc là, même bien que je sois root, je ne peux pas créer de fichier. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on est root qu'on a le droit d'écrire dans une partition qui est read-only. Et donc il y a l'équivalent, bien sûr, pour Kubernetes, qui est l'option read-only root file system. Donc ça soit au niveau du security context du conteneur.
Et on a aussi la possibilité de déclarer que les volumes qu'on monte sont read-only, avec l'option read-only. Donc, pas de secret dans les images. Voilà, aucun, jamais. Il n'y a pas d'exception, en fait, jamais d'exception. Et quand on dit pas de secret dans les images, c'est nulle part dans les images. En fait, il ne faut pas voir que le côté quand je vais démarrer mon conteneur depuis mon image, mes process, tout ça n'accède pas au secret. Non, c'est même pas de secret nulle part, en fait, ni dans les métadatas, ni dans les étapes intermédiaires. Je ne crée pas un fichier qui contient un secret dans un run de mon Dockerfile et dans le run suivant, je l'efface. Parce que ça veut dire que le fichier il est quand même présent dans l'image. Même, certes, le conteneur n'y aura pas accès, mais par contre, si quelqu'un télécharge l'image, il va pouvoir désassembler l'image et regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il faut savoir qu'une image, c'est jamais qu'une archive, un tar, et chaque layer est un tar. Donc, vous téléchargez l'image, vous décompressez tout et vous retrouvez tout, en fait. Et pareil, les métadatas, c'est stocké dans des layers. Donc, vous allez retrouver, si dans les métadatas, vous avez mis un secret explicitement dans une commande pour générer une commande de run, on la retrouvera dans l'image. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser des outils comme Gatekeeper. Je parlais d'enforcer des règles tout à l'heure. Il y a des outils comme Gatekeeper.sh qui servent à faire de l'enforcement de policy dans les clusters. Donc, par exemple, vous pourriez faire avec Gatekeeper une policy pour interdire la capacité d'ajouter les 5 capabilities ultra dangereuses, par exemple. Bon, donc maintenant on a des conteneurs, on a des images minimalistes, donc distroless, qui tournent en lecture seule, qui ne tournent pas en route, qui n'ont aucune capabilities, qui n'ont pas de shell, pas de package manager. Ok, mais comment on fait pour continuer à bosser, quoi. Moi, j'avais l'habitude quand j'ai un bug, même en prod, de lancer un petit shell dans mon conteneur et puis d'essayer de débugger ce qui se passe et de m'y retrouver. Là, ce que tu nous présentes, on ne pourra plus travailler, quoi. Et bien, en fait, si. Alors, mais pour ça, il va falloir comprendre ce que c'est qu'un conteneur. Donc, je l'ai déjà dit, un conteneur, c'est jamais qu'un process qui est exécuté, on va dire, par le noyau de l'autre. En tout cas, les appels système faits par le process sont résolus par le noyau de l'autre. Et en fait, on utilise un certain nombre de mécanismes d'isolation. Donc, vous connaissez sûrement changeRoot, chroot, donc qui est un utilitaire pour changer la racine du système de fichiers. Donc ça, c'est un vieux truc, ça existe depuis les années 70. Mais on ne fait pas que du chroot pour isoler quand on fait du conteneur. Donc il y a une notion de namespace et de cgroup. Donc namespace, c'est pour faire de l'isolation de ressources. Et cgroup, c'est pour faire la limitation d'accès aux ressources. On va en reparler après. Et donc, les conteneurs, tous les mécanismes qui sont utilisés pour faire de l'isolation, ce sont des mécanismes Linux. Donc, tout ce que vous faites avec Docker, vous pouvez le faire sans Docker. D'accord ? Docker, par contre, c'est très chiant. Voilà. Donc, il faut le faire avec Docker. Mais en fait, Docker n'a pas créé de nouveaux mécanismes. Alors, ils ont contribué sur certaines choses, mais ils n'ont pas créé de nouveaux mécanismes d'isolation. Alors, c'est quoi une image ? Une image, donc, on l'a un peu dit, c'est une succession de layers. Et donc, une image, c'est un ensemble de layers en lecture seule. Et en fait, quand on démarre un conteneur, on va juste instancier un layer pour le conteneur qui, lui, peut être éventuellement en écriture ou en read-only si vous avez mis l'option read-only. Donc, ce qui fait que finalement, si vous lancez 2 conteneurs avec la même image de base, vous allez avoir juste un conteneur, un layer supplémentaire pour chacun des conteneurs qui va contenir les différences en fait entre le système de fichiers réel du conteneur et l'image sur laquelle il se base. Et c'est quoi dans un layer ? Il y a quoi dans un layer ? Et bien dans un layer, il y a en gros l'impact sur le système de fichiers d'une commande Dockerfile. Donc à chaque commande dans un Dockerfile, vous allez retrouver un layer. Donc chaque run, chaque copie, et même les oui, d'ailleurs, c'est pas que sur les systèmes de fichiers. Si vous avez une commande qui déclare quelque chose, des métadatas par exemple, vous allez avoir un layer qui contient que des métadatas. Donc, par exemple, si vous mettez un label dans l'image, vous allez avoir un layer vide avec la métadata qui contient le label.
Donc bon, déjà, comment on fait pour aller regarder maintenant que j'ai plus de shell dans mon image, je suis en train de faire la mise au point de mon image. Comment je vais faire pour aller regarder ce qu'il y a dans mon image? Je n'arrive pas à la builder, elle ne démarre pas, et tu nous as dit qu'il ne fallait pas mettre de shell dedans. Comment on fait? Bon, alors déjà, sachez que Distroless fournit des images version debug. Vous partez sur les tags debug, et les tags debug en fait embarquent une BuzzyBox, donc ce qui fait que vous avez un shell. Donc, moi, je vous invite sur les premières mises au point de partir sur des images debug. Vous aurez un shell pour pouvoir, dans les premières étapes, arriver. Ou d'ailleurs, vous pouvez même peut-être choisir que dans les environnements hors prod, vous utilisez des images debug. Dans les environnements prod, vous utilisez des images non debug. Mais voilà, le temps de la mise au point, en tout cas, vous pouvez tout à fait embarquer une BusyBox ou partir sur une Distroless en mode debug pour aller regarder ce qu'il y a dans vos images. Et sinon, vous avez un outil qui s'appelle Dive, que vous pouvez trouver sur GitHub, qui sert à analyser ce qu'il y a dans les images. Donc, il vous montre ce qu'il y a dans les images. C'est un bel outil en ligne de commande. C'est magnifique. Donc, sur la partie en haut à gauche, vous avez la liste des layers. D'accord ? Et donc, comme vous pouvez voir, on voit les commandes, donc qui s'affichent en dessous, mais on voit la commande complète qui a servi à générer le layer. Donc, c'est là où je disais, si dans une commande, vous écrivez explicitement un secret, un token pour vous connecter à quelque chose ou que sais-je, on va le voir ici, en fait. Voilà. Donc, c'est bien. Ça, c'est les métadatas du layer, et ça, on retrouve tout. Et sur la partie de droite, vous voyez l'impact du layer sur le système de fichiers. Vous voyez en jaune ce qui est modifié, en rouge ce qui est supprimé, et en vert ce qui a été ajouté. Et donc, on peut même d'ailleurs n'afficher que ce qui est modifié. Et donc, on peut voir l'impact de chaque commande. Donc, si j'ai une étape qui était censée me créer un fichier et que quand je vais regarder avec Dive, que je ne vois pas le fichier, voilà, je peux aussi diagnostiquer avec ça. Alors, Dive ne me permet pas d'extraire les fichiers. Mais comme je vous disais, je ne vais pas faire la démo, mais une image, c'est qu'un tar. Et dedans, chaque layer, c'est un tar. Donc, si vous voulez aller voir le fichier, vous décompressez vous exportez votre image, vous décompressez les tars et vous voyez le fichier. Voilà. Donc, un principe d'isolation qui va aussi que je vais vous présenter, qui va nous permettre de faire un peu mieux que utiliser Dive. Vous allez voir, pour débugger, on peut faire des trucs vraiment pas mal. Donc, c'est la notion de namespace. Donc, le namespace, c'est un concept qui doit exister depuis 2009, je crois, il me semble. Donc, l'idée, c'était de partitionner les ressources. Donc, on a des types de ressources, donc par exemple le réseau, et on peut créer des namespace réseau donc pour isoler différents process pour qu'ils n'aient accès chacun, par exemple, à un réseau différent. Donc, il y a 8 namespaces. Donc, il y a le namespace PID. Donc, le namespace PID, c'est quoi? Deux process qui sont dans le même PID namespace voient les mêmes process et donc se voient. Et deux process qui sont dans des PID namespace différents ne voient pas les mêmes process et donc ne se voient pas. Le network namespace, deux process qui sont dans le même network namespace partagent les mêmes interfaces réseau. Et donc, notamment, ils partagent le même localhost. Et deux process qui ne sont pas dans le même network namespace ne voient pas les mêmes interfaces réseau et donc ne partagent pas la même interface locale. Donc, Moon Namespace, deux process qui sont dans le même Moon Namespace partagent les mêmes points de montage. Et deux process qui ne sont pas dans le même Moon Namespace ne partagent pas les mêmes points de montage. Je ne vais pas tous vous les faire. C'est pour l'IPC Namespace, c'est pour faire la communication interne, interprocess avec les zones de mémoire partagées. L'UTS, c'est pour les noms de domaine, notamment le hostname du conteneur. Donc, deux conteneurs deux process qui seraient dans le même UTS namespace ont le même hostname, et deux process qui sont dans deux UTS namespace différents n'ont pas le même nom de hostname. Le user ID namespace, donc deux process qui sont dans le même UID namespace partagent la même table d'utilisateur. Mais sinon, ils n'ont pas la même table d'utilisateur par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a un namespace qui n'est pas encore implémenté. Donc, le time namespace, c'est un namespace qui n'est pas encore implémenté au niveau des conteneurs.
C'est un namespace qui est un peu à part, mais deux process qui sont dans le même time namespace partagent le même temps, donc à la fois le même offset de temps, quoi. Donc ça, c'est pas encore supporté par Docker, ils sont en cours, enfin par les gestionnaires de conteneurs, c'est en cours d'implémentation. C'est assez récent, le time namespace. Et enfin, le cgroup namespace. Donc la notion de cgroup, avant de parler de cgroup namespace, la notion de cgroup, c'est, comme je disais, c'est la limitation d'accès aux ressources. En fait, c'est un concept qui a été inventé par Google en 2006. Donc l'idée, c'était de pouvoir limiter les accès aux ressources RAM et CPU, je crois, au départ, des process. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez dire mon process ou mon pod, il a le droit qu'à 0,2 CPU et à 150 mégas de RAM, quoi. Et donc il y a un cgroup namespace qui est donc deux process qui sont dans le même cgroup namespace partagent les mêmes limitations d'accès aux ressources. Et deux process qui sont dans deux cgroup namespace différents ne partagent pas les mêmes limitations d'accès aux ressources. Et donc finalement, c'est quoi un conteneur? C'est facile. Un conteneur, c'est un process qui a un namespace à qui on va donner un namespace spécifique de chaque type. Sauf time, comme je disais, hein, time c'est un truc à part, j'en parlerai plus. Mais donc, en gros, quand mon process démarre, on va lui créer pour lui un UID namespace, un mount namespace, un pin namespace, un cgroup namespace, un network namespace, et ainsi de suite. Et ça va faire l'isolation. Mais bien sûr, la possibilité de le faire avec Docker, de rejoindre les namespaces d'un conteneur ou de l'autre. Alors, comme je le disais, hein, ces notions de namespace, ce n'est pas des notions Docker ou spécifiques au conteneur. On peut le faire sans. Vous avez ce qu'il faut dans Linux pour faire tout sans Docker, donc on peut rejoindre, il y a des commandes unshare, voilà, il y a déjà ce qu'il faut pour faire des manipulations sur les namespaces. Et donc voilà, on a la possibilité de rejoindre d'autres namespaces. Donc une petite démo. Hop. Je mets un peu. Donc je vais démarrer un premier conteneur. Je vais lui donner un petit nom. Ce sera plus facile. Je n'ai pas besoin de le démarrer en route. Voilà. Je vais en démarrer un deuxième, classiquement. Voilà. Et donc là, si je refais mon petit netcat de tout à l'heure, là, je vais créer un process qui va se binder sur une socket. Bon, cette fois, je vais faire non privilégié pour ne pas s'embêter. Et là, si je fais un PS, donc même si je lui fais un PS de tous les process de tous les utilisateurs, dans l'autre conteneur, je ne vois pas netcat. C'est normal, c'est deux conteneurs différents. Donc là, qu'est-ce qui m'a garanti cette isolation? C'est le pin namespace. C'est le process bash, enfin les deux conteneurs ont deux pin namespace différents. Et en fait, je peux faire l'équivalent. Ah oui. Je peux faire la même chose, donc je vais regarder. Donc SS, c'est le netstat moderne. Hein. Netstat, c'est deprecated, si vous ne saviez pas. SS permet d'afficher les sockets qui sont bindés, qui sont utilisés, ou les ports qui sont utilisés. Donc là, je lui demande de m'afficher tous les ports donc, qui sont en écoute. Bref, et j'en ai pas. D'accord? Et pourquoi? Parce que en fait, je ne partage pas le même network namespace. Donc c'est pareil, si j'essaye de taper localhost 2.1337, il n'y a rien qui répond. OK. Et en fait, j'ai la possibilité, avec Docker, de lui dire je veux rejoindre le network namespace. Alors, je ne sais plus s'il faut mettre égal. Je ne sais plus. Du container qui s'appelle démo. Je crois qu'il faut mettre égal. Ouais, c'est ça. Donc là, je dis rejoins le network namespace du conteneur qui s'appelle démo. D'accord? Et maintenant, si je refais mon ss.tulpn, je vois qu'il y a un process qui est en écoute sur le port 1337. D'accord? Par contre, je ne vois pas le nom du process. D'ailleurs, si je fais un ps-x, je ne le vois pas non plus. Et là, j'ai bien la possibilité de faire un curl localhost. Voilà. Et de la même façon, je peux aussi dire rejoins le pin namespace du conteneur qui s'appelle démo. Et cette fois, si je fais mon ps-x, je vois bien les autres process. OK. Et si, bon, je vais faire le ss.tulpn, mais on voit bien cette fois le
le process de l'autre conteneur. Et j'ai même la possibilité d'aller le kill. Je peux tout à fait aller faire. Et ça n'a pas marché parce que j'ai oublié un namespace. Voilà, j'ai oublié l'IPC namespace. Je ne peux pas envoyer de signal à l'autre namespace. Mais, bah si, non, pardon, j'ai rien dit, excusez-moi. Ah non, c'est bien ça. Je peux pas, en fait, comme je n'ai pas mis l'IPC namespace, je ne peux pas envoyer de signal à l'autre process. Il faudrait que je le fasse. Je peux faire. On va essayer. Ah bah non, on n'a pas le droit parce que j'ai un truc qui n'est pas bien configuré. Voilà. Bon, donc je ne peux pas. C'est pas grave, je ne ferai pas la démo. Il y a une question. C'est ça, c'est. Alors si, du coup, je réponds à ta question. Donc en fait, envoyer des signaux à d'autres process, c'est pas le même namespace que le voir. D'accord? Donc en l'occurrence, tu vois, je ne peux pas le tuer alors que je le vois. Hop, on met ça au propre. Voilà. Et j'aurais pu aller plus loin. Ah, si, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un autre truc. Ce sera intéressant aussi. Je vais démarrer un conteneur comme ça. Voilà. Et en fait, il y a des commandes pour. Vous avez différentes possibilités pour afficher les namespaces. Comme je disais, c'est vraiment une notion Linux. On n'est pas dans du conteneur. Donc, si vous voulez voir les namespaces de vos process, vous pouvez le faire. Donc, par exemple, avec la commande PS, vous avez la possibilité d'afficher les namespaces. Par exemple, je vais afficher le pin namespace, je vais afficher le net namespace, le MNT namespace, que sais-je, de tous les utilisateurs. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les pin namespace, net namespace et multi namespace. Et en fait, vous voyez les ID. Donc là, on voit que ces trois process-là, ils ont le même pin namespace. Par contre, que celui-là, il a un pin namespace à part. D'accord? En fait, vous pouvez retrouver, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une notion Linux, vous pouvez retrouver qui voit quoi, qui a accès à quoi. Et après, il y a plein de commandes, mais je ne vais pas vous faire la démo, mais en fait, pour créer un namespace, ça va être avec la commande unshare si vous voulez tester. Vous pouvez spawn un process et lui créer des namespaces à part. Et bien sûr, oui, je précise, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez rejoint le network namespace de votre process, d'un autre conteneur, quoi, vous êtes exactement dans la même condition réseau que l'autre conteneur. Donc, ce qui fait que si jamais votre conteneur n'arrive pas, vous avez besoin de débugger quelque chose d'un point de vue réseau, vous pouvez le faire en rejoignant le network namespace d'un autre process. D'accord? Donc, c'est là où, si vous faites du distroless, vous n'avez pas de shell, vous êtes embêté pour débugger, mais ce n'est pas grave. Rien ne m'empêche de démarrer un autre truc qui va aller rejoindre le network namespace, par exemple, et de lancer un conteneur utilitaire avec traceroute et compagnie, enfin les outils réseau, pour aller faire du debug réseau. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire ça dans Docker Compose, si vous faites du Docker Compose. Donc, là, par exemple, on a un Docker Compose avec deux services, donc deux proxy et un service qui s'appelle MyApp. Et en fait, on voit que le service MyApp rejoint le network namespace du service hôte de proxy et le PID namespace du service hôte de proxy. Ok, mais c'est quoi le rapport avec Kubernetes? Le rapport avec Kubernetes, c'est l'isolation. Donc, dans Kubernetes, l'unité atomique d'un déploiement, c'est le pod. Et en fait, ça ressemble à quoi un pod? Ça ressemble à ça. Donc, un pod, c'est un ou plusieurs conteneurs. Et les conteneurs d'un pod partagent le même UTS, IPC, Network Namespace. Par contre, ils ont des C-groups, PID, Mount et UID Namespace différents, par défaut. Donc, ça veut dire quoi? Deux conteneurs dans un pod, si vous faites PS, ils ne se voient pas. Voilà, ils ne se voient pas l'un l'autre. Par contre, ils partagent bien le même Network Namespace. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à se parler via localhost. Donc, c'est cette propriété que vous utilisez en fait quand vous faites des sidecars ou des des sidecars plutôt, et que vous envoyez des messages à l'autre conteneur via localhost. C'est bien ce truc-là. Et on peut ajouter, on peut tout à fait partager le pin namespace entre les conteneurs avec le share process namespace si vous avez besoin c'est des trucs un peu particuliers, mais c'est possible. Et on va utiliser une super fonctionnalité
Donc, il y a les conteneurs éphémères, qui est stable depuis un certain temps maintenant. Donc, qui est la capacité de lancer un conteneur éphémère dans un pod. Et on peut même aller plus loin parce qu'on peut même target un conteneur. Donc là, si je fais juste kubectl avec le nom, kubectl, je demande un TTY, un pseudo TTY interactif et que je lui demande de lancer l'image qui s'appelle machin chose dans le pod qu'à ce nom-là, je vais juste rejoindre le pod. D'accord? Donc je vais être dans le cas, voilà, c'est comme si je crée un nouveau conteneur avec ces namespaces spécifiques. Mais en plus, je peux target un conteneur. Et donc là, le conteneur éphémère, il va non seulement il va rejoindre le pod, mais en plus, il va aller rejoindre tous les namespaces du conteneur que j'ai ciblé. D'accord? Et j'ai peut-être oublié de faire un truc. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai oublié de configurer mon cluster. Enfin, configurer mon cluster. Configurer ma connexion. Hop. Voilà, c'est bon. Je vais faire une démo de cet outil merveilleux que sont les conteneurs éphémères. Donc, kubectl. Je suis dans un cluster Kubernetes. J'ai des pods et j'ai un problème avec ce pod-là, la Cyber Academy Back, là, qui ne marche pas bien. Il n'arrive pas à se connecter à une base de données, par exemple. Et je veux, classiquement, ce que j'aurais pu faire, c'est essayer de démarrer un bash dans mon conteneur. J'ai oublié un truc. -stdin. Non, ça doit être bon. Je ne sais plus. Je vais essayer de démarrer un bash. Et j'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas de bash, en fait. Parce que mon conteneur, c'est un conteneur distroless. Donc, du coup, comment je fais? Eh ben, c'est là où je vais utiliser kubectldb. Et je lui dis quelle image je veux démarrer. Donc, je vais lancer un Ubuntu, par exemple. Je vais cibler ce conteneur, ce pod-là. Et dans ce conteneur-là, dans ce pod-là, pardon, j'ai un conteneur qui s'appelle Cyber Academy Back. Okay, donc, je cible le conteneur. Donc, ça va faire que je vais rejoindre tous les namespaces de ce conteneur-là. Voilà. Donc là, je suis dans mon Ubuntu, donc c'est cool, j'ai un shell, j'ai plein d'outils. Je peux installer, d'ailleurs, je vais faire tout de suite. Je vais installer Curly IP-route 2. Voilà. Donc là, j'ai rejoint le network namespace, j'ai rejoint le pin namespace. Donc si je fais un PS, je vais laisser finir. Mais si je fais un PS, je vais pouvoir avoir les process qui tournent dans l'autre conteneur. Voilà. Là, je vois mon process Java. Donc là, en plus, comme j'ai rejoint l'IPC namespace, je pourrais même lui envoyer un signal. Je pourrais même utiliser un debugger pour aller débugger l'outil. Parce que là, finalement, il n'y a quasiment plus que les systèmes de fichiers qui sont isolés, mais tout le reste est accessible. Et donc, d'un point de vue réseau, je peux voir la socket. Donc, je vois que mon process Java, il est sur le port 3001. Donc, je refais la démo, mais c'est toujours bien accessible via localhost. C'est la même chose que quand on passait par Docker, la démo Docker d'avant. Donc, j'ai bien quelque chose qui répond. Super. Mais je peux aller encore plus loin parce que en fait, je peux accéder au système de fichiers de l'autre conteneur en passant. Donc, si vous allez dans /proc/ l'ID du process, bon, ce sera 1, vous allez vous rejoindre un autre conteneur en général. Et vous avez la possibilité d'aller rejoindre le système de fichiers de l'autre conteneur. Donc là, je me retrouve sur un système de fichiers, vous allez sûrement reconnaître, /bin et compagnie. Et je ne sais plus. Ah, c'est dans Workspace. Et là, si on va voir dans Workspace, on voit en fait que j'ai le jar qui est lancé par le process Java. Donc, si j'ai besoin d'aller voir des fichiers ou voir le contenu de fichiers sur un pod qui est démarré, je peux le faire, sans problème. Bien que je n'ai pas de shell dans le pod en question. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la fonctionnalité qui va nous permettre de nous passer complètement de shell, en fait. Voilà. Alors, un petit point sur le patch management. C'est une autre notion importante.
Alors, par essence, un conteneur, la notion de patch management avec un conteneur, déjà, ça n'a pas forcément du sens. Un conteneur, c'est jetable. Quand j'utilise Kubernetes, mon conteneur, il est démarré là, et puis mon orchestrateur va décider à un moment qu'il faut le mettre ailleurs ou qu'il faut en rajouter des nouveaux. Donc, si je fais du patch à l'ancienne en faisant un apt upgrade, par exemple, dans mon conteneur au runtime, mes patchs vont disparaître, ils vont devoir être mis régulièrement. Puis en plus, s'il faut redémarrer l'application en live, ça ne va pas bien se passer. L'orchestrateur va considérer que l'appli ne fonctionne plus. Donc déjà, voilà, par essence, ça ne va pas. Et en plus, si on respecte un peu ce qu'on a dit avant, le conteneur est en lecture seul, il n'est pas en route, il n'a pas de package manager. Donc on voit que ça va être vraiment très compliqué d'aller faire du patch management dans cette situation. Et du coup, comment on fait? Alors oui, pardon, j'ai oublié. Petit rappel, patch management. J'espère que tout le monde sait à quoi ça correspond. Ouais, le principe de patch management, c'est d'éviter d'avoir des vulnérabilités connues dans les applications tierces et dans les librairies tierces sur vos serveurs ou dans vos applications. Et c'est aussi voilà. Comment on fait? On patch le plus fréquemment possible. Et il faut absolument qu'on sache l'état de notre parc. Il faut qu'on sache où on en est, ce qui doit être encore patché et tout ça. Et du coup, comment on va faire avec les conteneurs? Je suis allé un peu vite. Donc, comme je disais, les conteneurs, c'est pas possible, on ne peut pas patcher au runtime. Donc, ce qu'on est obligé de patcher, c'est les images, c'est pas les conteneurs. Et donc, pour ça, on n'a pas le choix. On est obligé de mettre à jour nos images régulièrement. Et donc, du coup, on est obligé de les rebuilder. Et du coup, on n'a pas le choix, on est obligé de les redéployer. Si vous ne redéployez pas, ça fait rien. Et pour connaître l'état de notre parc, là, on doit aussi scanner nos images régulièrement. Donc, il y a des outils qui servent à scanner les images et qui vous remontent les vulnérabilités. Et il y a des outils qui peuvent nous aider. Et notamment, il y a tout ce qui est scanner de dépendance. Donc, il y a deux types. Donc là, c'est vraiment les outils dont je vais parler. Ceux qui sont présentés là, c'est plutôt pour les dépendances applicatives. Donc, pourquoi c'est important de patcher les dépendances applicatives? Donc, on estime aujourd'hui que 80% du code d'une application, il n'est pas fait par l'équipe. Il est fait il vient de dépendances tierces, de librairies open source. Et en fait, en réalité, c'est plus important de s'assurer de la sécurité de ces 80%-là que de s'assurer de la sécurité des 20% que vous avez fait vous-même. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, si on prend l'exemple de Log4j, donc vous avez sûrement entendu parler de Log4Shell il y a quelques années, grosse vulnérabilité. En fait, dans les heures qui ont suivi la publication de cette vulnérabilité, il y avait des scanners qui étaient disponibles sur Internet qui cherchaient tous les sites vulnérables. Donc finalement, on pouvait découvrir une vulnérabilité sur un site et attaquer d'autres sites. On va voir que c'est presque un dommage collatéral parce que vous utilisiez finalement la même dépendance. Pour trouver une vulnérabilité sur les 20% que vous avez fait vous-même, il faut tester sur votre site. Donc déjà, la probabilité est plus petite qu'on la trouve. Donc si vous devez commencer par travailler sur la sécurité de votre application, commencez par suivre les dépendances et après vous ferez des analyses de votre code. Donc il y a quelques outils qui peuvent vous aider. Donc, je pense que vous connaissez probablement tous Dependabot, qui est intégré à GitHub. Donc, il y a une version aussi qui s'appelle Dependabot également pour GitLab. Il y a Checkmarx, donc la partie SCA de Checkmarx. Donc, SCA, c'est le Software Composition Analysis. C'est le nom technique en sécurité pour l'analyse des dépendances logicielles. Il y a Trivy aussi qui fait beaucoup de choses, j'en reparlerai après, il fait beaucoup de choses et il fait notamment cette analyse SCA. Et donc dans l'idée, ces outils, JFrog, X-Ray ou Renovate, donc Renovate qui a un intérêt, c'est que il fait de l'analyse de techno qui ne sont pas supportés par Dependabot. Notamment Yarn, il me semble que ce n'est pas supporté par Dependabot, mais c'est analysé par Renovate. Donc tous ces outils, en général, vous sortent une liste de vulnérabilités qui sont présentes dans les dépendances, donc, qui va analyser votre code et qui vous sort la liste des vulnérabilités. Et Dependabot, il a aussi l'avantage de vous proposer des pull requests si vous faites du GitHub pour vous proposer de mettre à jour vos dépendances. Et donc, je fais un petit point sur Trivy. Donc, Trivy, comme je disais, c'est un super outil qui est fait par Aquasec Security.
par Aquasec, pardon, par Aquasec, et qui a plein de fonctionnalités. Donc, il peut générer le Software Billing of Material, le SBOM de votre application, donc qui fait une belle liste de toutes vos dépendances avec toutes les versions. Il peut aussi vous faire la liste des vulnérabilités qui sont présentes dans vos dépendances. Il peut aussi faire l'analyse de fichiers d'infrastructure as code pour vous remonter des problèmes ou des mauvaises configurations. Il peut aussi chercher des secrets, que ce soit dans les images ou dans le système de fichiers. Il peut aussi vous remonter des problématiques de licence. Vous pouvez dire, je ne veux pas utiliser de librairie qui utilise du GPL v3, par exemple. Du coup, il peut vous sortir toutes les librairies qui sont concernées. Il fait aussi d'autres trucs. Il peut faire de l'analyse de cluster Kubernetes. Voilà, c'est un super outil. Un autre outil qui peut vous aider, c'est Copacetic. Alors lui, pour le coup, il va vraiment patcher des images. Donc, il prend une image et on lui donne une liste de vulnérabilités présentes. Donc, par exemple, qu'on a identifié avec Trivi. Et il va aller créer un nouveau layer qui corrige les vulnérabilités, celles qui sont corrigeables. Ce n'est pas toujours corrigeable. Donc, ça, c'est typiquement dans le cas où les images sont plus maintenues, il n'y a plus d'équipe, ou voire on a perdu les sources. Là, je peux aller quand même encore faire des patchs pour au moins les patcher les vulnérabilités système. Un autre outil vachement bien, donc là, c'est plutôt pour la sécurité des clusters. Donc, c'est Noise Vector. Il y en existe plusieurs. Hein. Je mets des listes, mais en général, il n'y en a pas qu'un. Il y a des équivalents. C'est Noise Vector qui est fait par SUSE. Donc, c'est un opérateur que vous déployez dans votre cluster. Donc, celui-là, il a le grand avantage d'être open source et vous pouvez le tester gratuitement. Et vous pouvez payer du support auprès de SUSE si vous voulez. Et il y a notamment des fonctionnalités de Web Application Firewall, de Data Leak Prevention. Il peut aussi faire le scanner de vulnérabilité dans les images, comme le ferait un Trivi ou les autres outils qu'on a vu avant. Vous pouvez définir des policies et les enforce ou vérifier juste la conformité. Vous pouvez avoir un store de signatures si jamais vous voulez gérer les signatures des images et vérifier les signatures au déploiement. Enfin, voilà. Super outil. Et enfin, je crois que c'est la dernière chose dont je vais parler, c'est l'isolation réseau. Donc, j'espère que tout le monde le sait, mais par défaut, dans Kubernetes, il n'y a aucune isolation réseau. Il faut savoir que si rien n'a été fait de particulier, n'importe quel pod peut parler avec n'importe quel pod du cluster. D'accord ? Et donc, pour compenser ça, on met en place des network policy. Donc, je reviens juste dans le truc de départ. Hein, on disait, qu'est-ce qui se passe quand un attaquant prend le contrôle d'une application dans un cluster ? S'il n'y a pas de network policy, il peut aller taper tout ce qui tourne dans le cluster. Absolument tout. Et donc, là, il faut absolument mettre en place des network policy. Donc, dans l'idéal, hein, on utilise des templates où on met en place des outils qui vont nous permettre d'automatiser un peu la mise en place de network policy pour éviter d'oublier d'en mettre. Donc, ça ressemble à quoi une network policy ? Donc, comme je disais, par défaut, il n'y en a pas. Donc, et donc, il n'y a pas d'isolation. Et donc, dès lors que vous créez une network policy, donc là, par exemple, on crée une network policy de type ingress. Donc, dès lors que je crée une network policy de type ingress, je bloque tout le réseau ingress, sauf ce que j'ai autorisé explicitement. D'accord ? Donc là, c'est une network policy où il n'y a que de l'ingress, ça veut dire que tout ce qui est trafic sortant, egress, tout est autorisé. Mais j'ai mis une partie ingress, donc tout est interdit, sauf le trafic qui vient depuis le namespace qui s'appelle Grafana Agent NS et tout le trafic qui vient de ingress controller NS. Voilà. Et tout le reste est interdit. Donc là, ça me permettrait, par exemple, de protéger mon application dans mon pod d'être contacté par les autres pods, si ce n'est ceux qui sont en Grafana et dans l'ingress control. Et donc, pour résumer, allez, qu'est-ce que les points importants donc, les conteneurs ne doivent pas tourner en route. Ils doivent avoir le minimum de capabilities. Il faut utiliser des images minimalistes. On fait tourner le tout en lecture seule. Pas de secret dans les images. On met à jour ses dépendances. Bon, ça, c'est vrai, hein, même si on ne fait pas du conteneur. Hein, mais voilà, je le rappelle. On met à jour ses dépendances. On déploie régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien de mettre à jour ses dépendances. Et puis, on n'oublie pas de mettre en place des network policy dans Kubernetes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Top, merci déjà, Seb. Et il y a Mourad qui pose une question sur les security context. Alors, peut-être plus précis, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les security context.
Normalement, notamment au niveau des UID en fait, à utiliser sur, par exemple, des images par défaut qu'on veut déployer dans Kubernetes. Je sais que c'est pour ça que je connais pas trop bien le sujet. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir ton mot Alors, sur ce sujet-là. en fait, dans le security context, tu vas pouvoir déclarer beaucoup de choses. Donc, comme j'ai montré, on pouvait ajouter, dropper des capabilities. On peut aussi spécifier l'utilisateur qui sera utilisé par l'image. Donc, effectivement, on peut via le security context, dire que mon image, elle tourne en route. D'accord. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, on l'a dit. Donc, du coup, on a sûrement intérêt à mettre en place des policies pour interdire des security context en route, ou en tout cas obliger la présence de security context qui déclare qu'on doit utiliser un utilisateur non root pour les images. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Enfin, je ne sais pas quelle est ta question exactement, mais Ouais, c'était un peu les best practices en fait au niveau des UID à mettre sur des security contextes. Voilà, parce il qu'on faut, parlait de user non root et ouais, il faut. Alors, ça dépend comment. Ça va dépendre un peu de l'organisation. Dans mon point de vue, on devrait sûrement dire on utilise tel user. Donc, souvent, ce qu'on prend, c'est on prend un UID arbitrairement grand, genre 65 532. Et puis, on dit tout le monde doit utiliser celui-là. Et puis point, quoi. Et donc, on fait en sorte, les gens doivent faire en sorte que leur application fonctionne avec cet utilisateur-là. ok, ça marche. Ouais. Bon, après, on a toujours le problème, hein, les applis pas cloud native qu'on a transformées en conteneurs, qui ne sont pas faites pour pas fonctionner en route, c'est là où bon, ça peut être un peu compliqué. Ou en tout cas, il peut y avoir un peu, voire beaucoup de rework sur l'image en elle-même pour que ça fonctionne. J'ai une petite question sur les capabilities. Quelle est la stratégie pour essayer de réduire les capabilities d'un container qu'on a déjà en cours? Est-ce qu'on supprime tout, on relance le truc et on croise les doigts et on regarde si ça marche? Alors, c'est une possibilité. Ou est-ce qu'il y a une autre solution? Alors, il y a pas de, je vais dire, il y a pas de solution miracle. Ouais. Il y a un moment, tu seras obligé de faire des tests. En fait, le problème, c'est que la capabilities, tu peux ne savoir qu'elle est nécessaire qu'au moment où il y a l'appel système correspondant. Donc, en fait, tu peux aller regarder dans les logs noyaux les appels système de ton application. Mais du coup, pour être exhaustif, il faut avoir testé toutes les fonctionnalités de ton application pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'appel système que tu n'aurais pas vu. Et dans les capabilities par défaut qu'il y a dans Docker, ou est-ce que les capabilities par défaut sont les mêmes sur Docker Vanilla et sur Cube déjà? Alors, je ne te le garantirai pas, je ne signerai pas de mon sang, mais je pense que c'est le cas où ça doit être très proche. Et c'est vrai que j'ai un truc que je n'ai pas précisé, mais enfin, je l'ai peut-être précisé, je n'en sais plus. Mais les capabilities qui sont fournies par défaut, là, les 11 capabilities, sont quand même pas très dangereuses. Ok, oui, tu l'as dit parce que tu as dit qu'il y en avait que 5 qui étaient particulièrement dangereuses. Okay, mais il y en a d'autres qui sont dangereuses. Hein. Mais voilà. En gros, l'idée, c'est encore une fois, hein, c'est donner le moins de possibilités à l'attaquant. Donc, on enlève tout ce qu'on peut. Et voilà. Ça roule. Si j'en ai pas besoin, on l'enlève. C'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Il y a Fabien qui a levé la main. Ou bien c'était une erreur. Très bien. Ouais, j'ai une question. Ok. Déjà, merci. Super, super présentation. Moi, c'est de la même façon sur les capabilities. On disait tout à l'heure qu'il y avait 11-13 capabilities par défaut. Et là, justement, tu disais elles sont pas trop dangereuses finalement. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que en conservant ces 11-13 capabilities par défaut, sans forcément faire la chasse au process system et avoir toute une batterie de tests de non-reg qui viendraient tester toutes les fonctionnalités de l'application de A à Z pour voir si tout est OK en enlevant ces capabilities-là, est-ce qu'on peut se dire que ces 11-13 capabilities sont plus ou moins safe et bonne pratique en termes de déploiement, quoi? Alors, effectivement, elles sont, comme je disais, hein, elles ne sont pas très dangereuses, voire pas dangereuses du tout. En fait, on va être plutôt, encore une fois, dans le fait de pouvoir ralentir l'attaquant. Donc, vraiment, il faut avoir ça en tête. Hein. C'est que
Le but, c'est pas d'avoir un système qui est complètement inviolable, hein. Le but, c'est de suffisamment ralentir l'attaquant pour qu'à un moment, ils se disent « Bon, bah c'est tout, je vais aller attaquer quelqu'un d'autre. » Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus on est chiant avec l'attaquant, bah, mieux c'est. Donc, effectivement, de manière générale, c'est sûrement pas très grave de laisser ces capabilities-là. Après, ça dépend aussi de la criticité de tes applications, de leur niveau d'exposition. Et finalement de la politique sécurité de ton entreprise, ton organisation. Donc je veux pas me substituer à ce que ton organisation choisit, mais voilà, encore une fois, quand tu fais du Java, normalement tu peux virer toutes les capabilities, sauf si tu fais des choses un peu étranges. Ça va dépendre aussi des technos. Voilà. Si tu as une appli ultra critique qui est exposée sur Internet, bah, tu vas peut-être te dire je veux être parfait. Par contre, j'ai une appli pas très critique et elle est exposée qu'en interne. C'est pas grave si je laisse ces capabilities, il ne va rien se passer. Ouais, ça marche. Merci. Il y avait Tony qui avait une question, je crois. Oui, exactement. En fait, toujours sur les networks, les capabilities, j'ai cru comprendre qu'a priori, pour les applis cloud native, tu disais, Sébastien, qu'il fallait justement qu'il n'y ait aucune capability. J'ai cru comprendre ça. Mais du coup, il ne faut pas quand même avoir la capacité pour le bind, justement, quand on se met en écoute. Du coup, donc je réexplique. Ce que je veux dire, c'est que des applis modernes, en général, elles n'ont pas besoin d'aller écrire dans les systèmes de fichiers, ou en tout cas, si elles doivent stocker des fichiers, elles vont les stocker ailleurs, elles vont les mettre dans un bucket. Enfin bref, on n'est pas du tout dans une appli classique. Donc, si on part je dirais plutôt, moi, si je fais une appli cloud native demain, bah, je pars du principe qu'elle ne doit pas avoir de capabilities, en fait. C'est presque un prérequis. Pour moi, à part de très rares exceptions, ça ne devrait pas en avoir besoin. Pour se binder, on s'en fiche. En fait, je peux me binder. Alors, déjà, il y a deux choses. De manière générale, on s'en fiche parce que de toute façon, devant ton pod, tu vas avoir un service. Et ton service, lui, il peut t'appeler sur n'importe quel port. En fait, tu peux décorréler le port frontal du port de ton application qui est derrière. Donc, tu peux mettre un port arbitrairement grand sans problème. Et l'autre information, c'est que, en fait, cette valeur 2024, là, les 1024 premiers ports, les ports privilégiés, cette valeur est configurable. Vous pouvez tout à fait dire, et d'ailleurs c'est sûrement le cas si vous avez un Docker récent et que vous démarrez un conteneur, il y a de fortes chances que vous puissiez vous binder sur un port privilégié par habitude, un port à faire en 1024, et que vous soyez autorisé à le faire. Parce que, en fait, quand il lance le conteneur, il va il va lui setter cette valeur pour qu'elle soit très basse. Ok, ouais, non, du coup, effectivement, et la capacité de bind, c'est juste pour se binder sur les 1024 premiers ports, quoi. Par défaut, c'est les ports qui sont et c'est bien, c'est bien une valeur qui est configurable. Et, en général, les outils, les orchestrateurs et les outils de conteneurs jouent avec cette valeur. Voilà. Et vous pouvez jouer vous-même avec cette valeur. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je précise d'ailleurs, ces ports privilégiés, c'est pas par hasard. Hein. C'est pourquoi on embête pour qu'on puisse pas se binder sur ces ports très bas. Mais il faut se rendre compte que si je peux me faire passer pour un serveur DNS, bah, je peux peut-être réussir à faire des attaques particulières. Voilà. Notamment DNS. Ça roule. J'ai partagé un lien, parce que ta présentation m'avait fait penser à une vidéo que j'avais regardée il y a plusieurs années, je crois, d'une speakeuse qui redéveloppe les containers from scratch en Go. Et en fait, les namespaces et tout ça, et comme tu l'as indiqué, Docker n'a rien inventé. Non, Docker, ils ont vraiment fait l'outillage autour. C'est ça, le billage. Et c'était super intéressant. Ouais. Il y a des articles, hein, même je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec connu qui avait fait, qui explique aussi comment faire Docker sans Docker, et il avait fait un article aussi comment faire Kubernetes sans Kubernetes. Top. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir donné de ton temps. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était super intéressant.